Les amis, l'actualité en Israël nous pousse à passer en accès libre, depuis notre site Osons Comprendre, une enquête vidéo qui nous a demandé des mois de travail. En face de la proposition tardive de Macron de reconnaître un État palestinien, il y a le ministre israélien de la Défense qui vient de lui répondre en vidéo. וזה גם מסר ברור למקרון ולחבריו. הם יכירו במדינה פלסטינית על הנייר, ואנחנו נבנה כאן את המדינה היהודית-ישראלית בשטח. Le « ici » dont parle notre ministre, c'est la Cisjordanie. Et il a même ajouté, des fois que son intention d'en finir avec l'idée même d'un État palestinien n'était pas assez claire, le papier, il sera jeté dans les poubelles de l'histoire et l'État d'Israël prospérera et fleurira. Et il a, pour ainsi dire, joint le geste à la parole, le gouvernement Netanyahou vient d'annoncer la création de 22 nouvelles colonies israéliennes en Cisjordanie. Si tous les regards se portent sur Gaza, avec ses dizaines de milliers de morts et de disparus, ses plus de 2 millions de réfugiés qui errent parmi les ruines, et ce risque toujours plus évident de génocide, la soif de conquête d'Israël se porte à présent vers la Cisjordanie, le gros du territoire palestinien. La Cisjordanie, avec Jérusalem-Est, c'est environ 60% de la population de Palestine, mais ça représente 94% des territoires palestiniens. L'armée israélienne est entrée en Cisjordanie durant la guerre des 6 jours en 1967. À l'époque, la Cisjordanie est peuplée quasi exclusivement de Palestiniens, des Arabes musulmans, des chrétiens et encore quelques Bédouins. Il y a tout au plus quelques centaines de Juifs. Après la guerre, l'ONU demande à Israël de retirer ses troupes de tous les territoires occupés et notamment de la Cisjordanie. C'est la fameuse résolution 242 du Conseil de sécurité. Mais aujourd'hui, on est bientôt 60 ans après cette guerre des 6 jours et Israël n'a toujours pas cessé son occupation militaire de la Cisjordanie. Au contraire même, année après année, Israël n'a cessé de s'accaparer des ressources et du territoire avec une arme et un projet, la colonisation de peuplement. Aujourd'hui, il y a un demi-million de colons israéliens en Cisjordanie. On parle d'un habitant sur 7. Malgré les processus de paix, malgré les négociations, il y a aujourd'hui plus de 60% du territoire cisjordanien qui est resté sous contrôle total et permanent d'Israël depuis 1967. Le reste du territoire, celui qui est censé être plus ou moins sous contrôle palestinien, il ressemble lui à un tas de confettis. Le projet de cette vidéo, c'est de comprendre ensemble comment l'État d'Israël a organisé pendant des décennies la colonisation méthodique de ce territoire occupé. Colonisation qui, bien évidemment, a rendu beaucoup plus difficile la création d'un État palestinien viable. Vu de loin, on pourrait croire que cette colonisation est surtout portée par la droite ou l'extrême droite. Mais en réalité, le projet colonial israélien est très largement transpartisan. La colonisation de la Cisjordanie, elle a même commencé à être mise en œuvre par la gauche. Aujourd'hui, les colons, ils ont les mêmes droits, les mêmes services publics que les autres Israéliens. Ils empruntent des routes sécurisées, ils vivent pour la plupart tellement séparés et protégés des Palestiniens qu'ils en oublient même qu'ils s'approprient le territoire d'un autre peuple, ils oublient qu'ils ne sont pas en Israël. Avec cette vidéo, on va aussi comprendre ensemble à quel point la colonisation s'est normalisée dans la société israélienne. Aujourd'hui, au pouvoir en Israël, on retrouve Netanyahou. Netanyahou qui a fait une alliance avec une extrême droite religieuse messianique, ultra-radicale et très forte dans les colonies. Bien avant les massacres du 7 octobre, cette coalition d'extrême droite a accéléré la colonisation, a multiplié les exactions contre les Palestiniens de Cisjordanie. Et aujourd'hui, Netanyahou et ses alliés veulent profiter de la complicité de Donald Trump pour annexer purement et simplement la plus large part possible de la Cisjordanie. Sans pression internationale, la situation là-bas risque de très fortement se dégrader durant les prochains mois, les prochaines années. C'est pour ça qu'on vous propose cette vidéo aujourd'hui. Comprendre l'histoire, la profondeur du projet colonial israélien, ses méthodes et ses soutiens politiques, c'est nécessaire pour ouvrir les yeux sur la situation telle qu'elle est et c'est indispensable pour agir. Et préparez-vous bien parce que même si, comme nous, vous aviez quelques connaissances sur le sujet, vous risquez d'apprendre un paquet de choses et même quelquefois de sauter de votre chaise tellement c'est hallucinant. Allez, c'est parti. This land is your land. This land is my land.
La colonisation israélienne n'a pas commencé aujourd'hui. Le projet sioniste de créer un foyer de peuplement juif en Palestine se pensait lui-même explicitement comme un projet colonial. Si vous voulez en savoir plus sur les origines du sionisme, la première guerre israélo-arabe et la création de l'État d'Israël, ainsi que sur la Nakba, le déplacement forcé de centaines de milliers de Palestiniens, on y a consacré toute une vidéo, la première de notre série sur l'histoire du conflit israélo-palestinien. Ce qu'il faut savoir, c'est que encore aujourd'hui, c'est la guerre de 1948 qui fixe, selon le droit international, les frontières de ce qu'est Israël et de ce qu'est la Palestine. Pour l'ONU et le droit international, vous avez là les frontières légitimes de la Palestine et de l'État d'Israël avec, parce que ça ne se voit pas sur la carte, Jérusalem qui est partagée entre l'Est pour les Palestiniens et l'Ouest pour les Israéliens. Ces frontières, elles ont été totalement balayées par la deuxième guerre israélo-arabe, la guerre des 6 jours. En juin 1967, craignant une attaque de ses voisins arabes menée par l'Égypte de Nasser, Israël prend l'initiative. Elle décide d'une attaque préventive et, grâce à l'effet de surprise et à l'efficacité de son aviation, elle remporte une victoire totale. On raconte en détail les enjeux de cette guerre, ainsi que celle du Kippour et la guerre du Liban, dans cette deuxième vidéo de notre série sur le conflit, comment Israël a dominé la région. Après la guerre des 6 jours, Israël atteint son extension territoriale maximale. Il conquiert le Sinaï égyptien, le Golan syrien, mais aussi l'intégralité de la Cisjordanie et Jérusalem-Est. Israël profite de ce contrôle total sur la Palestine pour procéder à une nouvelle expulsion massive de Palestiniens. Durant la guerre, c'est 250 000 Palestiniens, soit 20% de la population de l'époque, qui sont chassés de Palestine. L'historien Nour Mazala raconte qu'alors, les autorités israéliennes font parfois signer aux expulsés palestiniens un document attestant que leur départ était prétendument volontaire. Israël a ensuite empêché le retour de ces réfugiés, 90% n'ont jamais pu rentrer chez eux. Ces expulsions ne se sont pas faites au hasard. La vallée du Jourdain, qui est le grenier agricole de la région et une zone tampon cruciale pour Israël afin de se défendre contre une attaque jordanienne, elle a été vidée de 88% de sa population palestinienne. Depuis 1967, les frontières d'Israël ont pas mal bougé. En 1979, le traité de paix avec Israël permet à l'Égypte de reprendre le Sinaï et le précieux contrôle qu'il offre sur le canal de Suez. En 80-81, Israël décide unilatéralement d'annexer le Golan syrien et Jérusalem-Est. À partir de cette date, l'État hébreu va considérer, à rebours de tout le droit international, que ces territoires font partie intégrante de l'État d'Israël. Enfin, en 2005, le gouvernement de droite d'Ariel Sharon décide de se retirer de la bande de Gaza. À cette occasion, 8000 colons israéliens sont expulsés. En 2007, après la victoire du Hamas aux élections à Gaza, Israël décide d'un blocus tellement complet que la bande de Gaza prend alors son nom de prison à ciel ouvert. Maintenant qu'on a bien en tête les modifications des frontières israéliennes depuis 1967, on va pouvoir se concentrer sur notre sujet du jour, la Cisjordanie. Après leur victoire durant la guerre des 6 jours, les Israéliens sont face à une question. Que faire de la Cisjordanie ? Le droit international, lui, est très clair. Israël doit impérativement se retirer de tous les territoires occupés illégalement depuis la guerre. C'est le contenu de la fameuse résolution 242 du Conseil de sécurité de l'ONU. Pourtant, la gauche travailliste, à l'époque au pouvoir en Israël, décide de maintenir l'ensemble de la Cisjordanie sous contrôle militaire. Bon, l'armée est aux commandes, mais le contrôle n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Les Palestiniens de l'époque étaient libres de circuler, d'aller et venir librement en Israël, sauf entre 1h et 5h du matin. Malgré ces relatives libertés pour les Palestiniens, la gauche d'alors promeut une colonisation nationaliste, sécuritaire et laïque de la Cisjordanie. On a même le vice-premier ministre d'alors qui rédige un plan qui portera son nom, le plan Allon. Ce plan prévoit qu'Israël annexe toute une partie de la Cisjordanie et restitue l'autre morceau à la Jordanie. Ce plan n'a toutefois jamais été appliqué, la Jordanie mettant son veto au projet. Avec cette première colonisation sous patronage travailliste viennent les premières exactions sérieuses contre les Palestiniens. Il a par exemple été révélé récemment que Golda Meir, une première ministre de gauche des années 70, a mené une politique d'empoisonnement de certaines terres agricoles de Cisjordanie afin d'en chasser les fermiers palestiniens. Oui, elle a réussi à donner vie à un des pires clichés antisémites, l'empoisonnement des puits. Bon, cela dit, sous le gouvernement des travaillistes, les colons restent peu nombreux en Cisjordanie. En 1977, à la fin de leurs années au pouvoir, on ne dénombre que 4400 colons qui vivent dans 36 colonies en Cisjordanie.
Ces colonies sont toutes soutenues par l'État et jouent le rôle ou d'avant-poste militaire ou de colonies agricoles, notamment dans la vallée du Jourdain. אנחנו לא זקוקים לשום הסתדקות, לא רק מטעמים היסטוריים או מטעמים של צדק, אלא פשוט משום ששיטת ההגנה הישראלית הטיפוסית הקלאסית היא שילוב יישובים חמושים במערכת ההגנה המרחבית. ולכן כאשר אנחנו מקימים יישוב אזרחי לעילה, יש לראות בו חלק מהמערך ההגנתי שלנו. Bon, si les colons restent rares en Cisjordanie, à Jérusalem-Est, ce n'est absolument pas le cas. Pour la gauche israélienne, l'État juif doit s'étendre dans sa capitale millénaire, si bien que sous les divers gouvernements travaillistes, une douzaine de banlieues dortoirs sont construites dans la partie palestinienne de Jérusalem, et en 1977, ces banlieues accueillent déjà 50 000 colons israéliens. En 1977, pour la première fois dans l'histoire d'Israël, la droite arrive au pouvoir grâce à la victoire du Likoud. Cette droite israélienne, elle est déjà résolument opposée à l'existence d'un État palestinien. Pour elle, la Cisjordanie n'existe même pas. Elle a vocation à être intégrée dans un grand Israël qui irait de la mer au Jourdain. Les motivations derrière cette ambition coloniale, à l'époque, elles sont clairement plus nationalistes que religieuses. Si la droite veut étendre au maximum les frontières d'Israël, c'est bien plus pour contrôler des ressources et augmenter la puissance du pays que parce que ça a été écrit quelque part dans la Torah ou dans le Talmud. Les grands dirigeants de la droite de l'époque, Menahem Begin, Yitzhak Shamir ou encore Ariel Sharon, ils sont tous passés par la lutte armée et pour Begin et Shamir, ils sont même passés par le terrorisme. Ils sont donc clairement extrêmes dans leur prétention à étendre Israël, mais ils n'ont pas grand-chose de religieux. C'était des ultranationalistes sionistes, mais laïcs. Cette droite, elle a très vite compris qu'implanter le maximum de colons en Cisjordanie l'aiderait à se l'approprier et empêcherait les Palestiniens d'un jour en faire leur État. Le gouvernement israélien a donc élaboré un plan, le plan 100 000, pour arriver le plus vite possible à implanter 100 000 colons israéliens en Cisjordanie. Difficile de faire plus explicite comme projet. Bon, si l'objectif des 100 000 n'a clairement pas été atteint, entre 77 et 86, la population des colonies de Cisjordanie, elle a été multipliée par 13, passant d'un peu plus de 4 000 à 53 000 colons israéliens. Qui sont ces dizaines de milliers de nouveaux colons ? Certains sont des faucons sécuritaires laïques, des gens proches des milieux de la sécurité. Ils fondent par exemple en 78 la colonie d'Ariel, qui aujourd'hui est la colonie la plus importante enfoncée profondément au cœur du territoire palestinien. D'autres colons de l'époque sont religieux. Ils viennent du mouvement fondamentaliste messianique Gush Emunim, fondé en 1974. Gush Emunim, ça veut dire le bloc de la foi. Si, comme on vous l'a dit, la droite nationaliste du Likoud n'était pas particulièrement religieuse, elle a tout de même utilisé cet élan religieux pour accélérer la colonisation. وين نعيش؟ في دور نروح في قضا يحملنا هذا زيتوناتنا دارنا وهذا بصحيش هذا يخبط فيها. En 77, Menahem Begin, alors tout fraîchement élu Premier ministre de droite, s'est rendu à Kedumim, une colonie illégale fondée par les sionistes religieux du Gush Emunim. Il y a déclaré « Nous nous tenons ici sur la terre d'Israël libérée » et a promis Le père spirituel des colons religieux du Gush Emunim, c'est le rabbin Kook, un personnage absolument essentiel pour comprendre l'idéologie qui anime l'extrême droite religieuse au pouvoir en Israël aujourd'hui. Très tôt, notre rabbin Kook interprète la Torah de manière totalement différente. Depuis des siècles, les rabbins disaient que les Juifs devaient attendre le retour du Messie et le don d'Israël par Dieu à la fin des temps. Notre rabbin Kook, lui, il dit le contraire. Les Juifs doivent d'abord conquérir Israël tout entier, si besoin par la force militaire, et c'est cette conquête elle-même qui déclenchera le retour du Messie. C'est l'invention d'un sionisme religieux messianique. En mai 1967, 2 semaines avant la guerre des 6 jours, le rabbin Tzvi Yehuda Kook prononce un discours qui, pour ses disciples, apparaîtra comme prémonitoire.
Avant 1967, les idées du rabbin Kook, elles étaient ultra marginales, cantonnées à quelques écoles religieuses. C'est la victoire éclatante lors de la guerre des 6 jours, la conquête de larges pans de territoire, la conquête d'un grand Israël qui a déclenché un élan messianique dans tout le pays et qui a vu se pousser des ailes au courant messianique religieux du rabbin Kook. Ce sionisme messianique fondamentaliste, c'est l'idéologie de Bezalel Smotrich, lui-même colon et chef du parti sioniste religieux qui aujourd'hui est ministre des Finances dans le gouvernement de Netanyahou. אני רוצה מדינה יהודית. שזה אומר מה? מדינה יהודית. זה נורא נורא מורכב. זו מדינה שמתנהגת לפי עולם ערכים של העם היהודי. הריבונות של ישראל מתחילה בים ונגמרת בנהר. בשלב הזה או שבעצם אנחנו גם יוצאים את עבר הירדן? בשלב הבא. בסדר, לאט לאט. כתוב בחז"ל שעתידה ישראל, עתידה ירושלים להתרחב עד דמשק. זאת אומרת, אנחנו... רק ירושלים, עד דמשק. Cette lecture sioniste et messianique de la religion juive, elle a infusé bien au-delà de quelques colons d'extrême droite. Elle est aujourd'hui bien implantée dans le Likoud, le principal parti de droite, et devient de plus en plus mainstream dans la société israélienne tout entière. On y reviendra plus tard. À présent, on est au début des années 90, Yitzhak Rabin arrive au pouvoir, et avec lui, c'est tout le projet d'un grand Israël cher à la droite qui est menacé. לתת להם ביטחון בצירי תנועה ובמרכיבי ביטחון $250,000 למשפחה. לא אדבר על סכומי העתק שידרשו לתת ביטחון ליישובים שלא נותנים ביטחון לנו. Ouais, le début des années 90, c'est le début d'un processus de paix entre le Palestinien Yasser Arafat et l'Israélien Yitzhak Rabin sous le haut patronage de Bill Clinton, le président américain. Faut se rappeler qu'à cette époque-là, l'URSS vient de s'effondrer, les États-Unis sont au maximum de leur puissance et se rêvent comme les gendarmes du monde. Autre trait caractéristique de l'époque, nos trois acteurs, Arafat, Rabin et Clinton, viennent tous de la gauche ou du centre-gauche laïque. Oui, ça n'a pas grand-chose à voir avec le Hamas, Netanyahou et Donald Trump, je vous l'accorde. Ce processus de paix, il a particulièrement avancé lors des négociations menées à Oslo en 1993. Le principe, c'est la paix pour Israël en échange d'un retrait d'Israël des territoires palestiniens occupés. Pour cela, Yasser Arafat reconnaît l'existence de l'État d'Israël et Yitzhak Rabin reconnaît que l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, est le représentant légitime des Palestiniens. La poignée de main entre Rabin et Arafat qui scelle les accords d'Oslo est restée jusqu'à ce jour complètement iconique. Ces accords se donnent l'objectif d'un retrait de l'armée israélienne en Cisjordanie. Ils ne sont qu'un premier pas, mais le retrait des forces israéliennes est à l'horizon, l'état d'esprit d'Oslo est évident, il est venu le temps de faire la paix. La droite, menée déjà par Netanyahou et l'extrême droite israélienne sont furieuses et déclenchent une campagne de dénigrement terrible contre Yitzhak Rabin. Pour Netanyahou, les accords d'Oslo, en renonçant à l'ambition d'un grand Israël et en reconnaissant l'OLP, très loin d'assurer la sécurité de l'État juif, sont, selon lui, un nouveau Munich. Ces accords signent le début de la destruction de l'État d'Israël qui pourrait mener à un nouvel holocauste. En acceptant de les signer, et là je cite dans le texte Netanyahou, Yitzhak Rabin est un traître au sionisme, au judaïsme et à Israël. Dans les meetings, Rabin est habillé en SS et sa tête est imprimée au centre d'une cible de sniper. Un jeune colon excité qui vient d'arracher l'insigne de la voiture de Rabin, la montre à la télé et menace. Cet extrémiste qui menace le premier ministre israélien dans le plus grand des calmes, c'est pas n'importe qui, c'est Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité nationale de Netanyahou depuis 2022 jusqu'à début 2025. Il est temps de rentrer à la maison et d'accomplir ce que notre Torah dit. Vous conquérerez ainsi le pays et vous vous y établirez. C'est à nous depuis toujours. Gardez bien son nom, on le retrouvera un peu plus tard. Début 1994, la violence d'extrême droite franchit un nouveau cap. Un colon radicalisé, Baruch Goldstein, décide de s'introduire armé et en uniforme dans un lieu saint de Hébron, un lieu saint commun au judaïsme et à l'islam, le tombeau des patriarches. Il arme son fusil et tire sur les Palestiniens qui y priaient.
Bilan, 29 morts, dont plusieurs enfants et 125 blessés. Un vrai carnage. Notre assassin, Baruch Goldstein, il a été enterré à Kiryat Arba, une colonie fondée par le Gush Emunim juste à côté d'Hébron. Lors des funérailles, le rabbin qui officie, bien loin de condamner notre tueur, décide de le bénir. Il affirme que l'assassin qui a cherché à empêcher le processus de paix avec les Palestiniens a agi au nom de Dieu. Vous voyez que le fondamentalisme religieux meurtrier ne se trouve malheureusement pas seulement du côté du Hamas. D'ailleurs, le Hamas, parlons-en, avec le djihad islamique, ils sont tout aussi opposés au processus de paix et aux accords d'Oslo que peuvent l'être la droite israélienne ou les colons. Ces deux mouvements se lancent alors dans une vague d'attentats qui ciblent aussi bien la puissance occupante israélienne que les partisans d'Arafat. Leur but, retourner par la terreur les opinions publiques contre la paix. Cette danse à deux entre les extrémistes israéliens et palestiniens, elle culmine en 1995 avec l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Rabin a été tué en plein meeting par 3 balles de pistolet tirées par Yigal Amir, un étudiant ultranationaliste de 25 ans radicalisé à l'extrême droite. Là, j'aimerais vous donner une anecdote peu connue racontée par l'excellent journaliste franco-israélien Charles Anderlin. Dans la foule, lors de l'enterrement de Baruch Goldstein, le terroriste du tombeau des patriarches, se trouvait quelqu'un. Ce quelqu'un, c'était Yigal Amir, qui ce jour-là aurait décidé d'assassiner Yitzhak Rabin au nom de Dieu. Le problème, c'est que la terreur provoquée par les assassinats et les attentats des deux camps, elle a fini par fonctionner. Alors qu'au moment de la signature des accords d'Oslo, seulement 31% des Israéliens y étaient opposés, seulement quelques mois plus tard, la société israélienne se raidit et remet la droite au pouvoir. Dès 1996, c'est le retour du Likoud au pouvoir avec pour la première fois Benjamin Netanyahou comme Premier ministre. Today, my fellow citizens of the world, I ask all of you to take a good, hard look at this picture. Look at the leaders from all over the Middle East and around the world who have journeyed here today for Yitzhak Rabin and for peace. Let me say to the people of Israel, even in your hour of darkness, his spirit lives on. Your prime minister was a martyr for peace, but he was a victim of hate. Arafat m'a dit, ils ont assassiné le processus de paix. Je n'étais pas d'accord. Il a fait comme ça avec sa main et il a répété, ils ont assassiné le processus de paix. Même au pouvoir, la droite israélienne n'a pas tout jeté des accords d'Oslo. D'Oslo, elle a gardé la partition de la Cisjordanie en 3 zones, la zone A, B et C. Ce découpage était destiné à rester provisoire, mais c'est du provisoire qui dure depuis bientôt 30 ans. Alors, qu'est-ce que c'est que ces zones A, B et C ? À Oslo, Israël a concédé à l'autorité palestinienne le contrôle civil et militaire sur la zone A. La zone A correspond aux villes palestiniennes, en gros autour de Hébron, Jenin, Naplouse et Ramallah. Dans la zone B, qui correspond grosso modo aux villages et aux communautés rurales palestiniennes, l'autorité palestinienne garde le contrôle civil, mais partage le contrôle militaire avec Israël. Dans la zone C, tout le contrôle est israélien. Initialement, la zone C représentait les 3/4 du territoire de Cisjordanie. Mais en 1998, lors des accords de White Plantation, Bill Clinton a forcé Netanyahou à restituer une partie de ce territoire aux Palestiniens. Depuis lors, la zone C ne représente plus que 61% du territoire de Cisjordanie. Voilà la situation actuelle, celle que vous avez vue sur toutes les cartes. Le zonage a été construit avec une logique claire. Israël veut garder le contrôle sur le maximum de territoire qui contient le minimum de Palestiniens. C'est vrai qu'avec la zone C, Israël a un contrôle intégral sur 61% du territoire de la Cisjordanie, mais ce territoire ne contient que 3% de la population palestinienne de l'époque. La zone C donne aussi à Israël le contrôle sur des ressources naturelles importantes. D'abord, les terres agricoles. La zone C concentre 63% des ressources agricoles de la Cisjordanie et parmi elles, les terres les plus fertiles et les meilleures pour faire pâturer les bêtes. Pour Israël, la zone C, c'est un peu les terres arables sans les arabes. Vas-y, frappez-moi. Bon, elle est pas mal.
Et du côté des Palestiniens, les terres agricoles qu'ils contrôlent sont aussi difficiles à cultiver. En effet, il y en a seulement 2,3% qui sont irrigués. Tout le reste dépend des eaux de pluie pour pousser. On verra plus tard que Israël n'est pas pour rien derrière ce manque d'eau. La zone C contient aussi des ressources minières. Pense là au bout de la mer Morte qui sont très riches en potasse, en brome ou en magnésium. Là, c'est simple, les Palestiniens n'ont aucun accès à ces ressources minières qu'Israël va seul exploiter à son bénéfice. Dans cette zone C, entièrement sous son contrôle, Israël va mettre en place une double politique. D'abord, exclure au maximum les Palestiniens de la zone, et ensuite la transformer en prolongement de l'État d'Israël, peuplé du maximum de colons israéliens. في مرة اجى مهندس إسرائيلي عمل كاسات عشان يبنوا جدار فاصل وسط أرضنا. هذا اليوم انكسرت كاميرتي الأولى بقنبلة غاز. Depuis les années 90, Israël a traité la zone C et Jérusalem-Est qu'elle a annexée en 1980 comme si elle faisait partie intégrante de l'État d'Israël. Voilà la carte des colonies israéliennes en Cisjordanie aujourd'hui. Chaque point rouge que vous voyez, c'est 1000 colons israéliens. Vous voyez qu'il y en a un peu partout dans la zone C, mais que la grande majorité se concentre le long de la frontière avec Israël et particulièrement autour de Jérusalem. Deux exceptions notables qu'on a déjà évoquées, la ville d'Ariel et ses 20 000 habitants, situés en plein milieu du territoire palestinien, et les 8 000 colons de Kiryat Arba près d'Hébron, qui sont très liés au sionisme messianique religieux du Gush Emunim. Aujourd'hui, au total, il y a environ 710 000 colons israéliens. 233 600 colons à Jérusalem-Est et 478 600 en Cisjordanie. En Cisjordanie, les colons représentent un peu plus de 14% de la population. Pour vous donner un point de comparaison, en 1954, à l'apogée de la colonisation de peuplement française en Algérie, les 980 000 Européens, comme on les appelait pudiquement à l'époque, ne représentaient que 10% de la population en Algérie. La colonisation israélienne de la Cisjordanie est donc un phénomène absolument massif et un phénomène qui n'a rien de spontané. Elle a été organisée et soutenue par l'État d'Israël pendant des décennies, par la droite et l'extrême droite bien sûr, mais aussi par une très large partie de la gauche. Yehuda Shaul a acquis la conviction que tout cela était écrit depuis le début. Ces documents montrent que les routes d'aujourd'hui ont été planifiées dans les années 90. Les gouvernements successifs, de gauche puis de droite, n'auraient jamais voulu d'un État palestinien en Cisjordanie. Maintenant, on peut débattre. On peut leur donner un État à minima. Si je suis un progressiste, si je m'appelle Yitzhak Rabin, je leur donne une autonomie, ou bien juste des compétences municipales, si je m'appelle Binyamin Netanyahou. C'est cela l'éventail des possibilités. Mais un véritable État palestinien ne doit jamais exister entre le Jourdain et la Méditerranée. De loin, on pourrait croire que cette colonisation, elle est le fait que d'une petite partie de la société israélienne. Des colons très religieux, très à droite, qui rêvent de recréer un grand Israël et qui, pour cela, créent des colonies sous le regard bienveillant, complaisant de l'État israélien. Il suffirait donc simplement d'un jour remplacer cette extrême droite au pouvoir par un gouvernement de gauche pour mettre un holà à cette colonisation qui, au regard du droit international, est complètement illégale. Le truc, c'est que cette image, elle correspond absolument pas à la réalité et il est indispensable de s'en détacher si on veut comprendre un jour le conflit israélo-palestinien. La réalité, c'est que la colonisation de la Cisjordanie est une véritable politique d'État. Israël est, depuis des décennies, un État colonial qui a inventé et déployé des politiques pour encourager la colonisation et priver les Palestiniens de leurs droits et de larges pans de leur territoire. Si ce que je viens de dire vous semble exagéré, ce n'est ni l'expression d'un jugement personnel, ni une opinion pro-palestinienne. C'est une observation objective étayée par des faits extrêmement solides. The first settlement that I became aware of directly was the one closest to where I live in Ramallah, which was Dolev. I was driving through the Ramallah Latrun Road, and as we passed, we saw trailers bringing mobile homes. By the time we came back in the afternoon, the mobile homes had been placed on the land. And I turned to the passenger, my friend who was driving with me, and I told him, you know,
anything that is built so quickly can be taken away so quickly. And he said, I'm not so sure. Commençons par une base indispensable. Vous le savez probablement déjà, mais les colonies israéliennes, elles sont toutes illégales au regard du droit international. Même à Jérusalem-Est, qu'Israël a annexé unilatéralement en 1980, les colonies ne sont pas reconnues par l'ONU. L'ONU ne reconnaît d'ailleurs pas non plus cette annexion par Israël. En fait, depuis 1967, c'est très simple, toutes les décisions de justice internationale ont confirmé l'illégalité des colonies. Encore tout récemment, en 2024, la Cour de justice internationale a ordonné à Israël de mettre fin à sa présence dans les territoires palestiniens occupés, aussi bien en Cisjordanie qu'à Jérusalem-Est. Pourtant, aux yeux d'Israël, la plupart de ces colonies sont considérées comme légales. Elles ont été validées par le gouvernement et la justice israélienne. Comment est-ce possible ? إلي أرض حدي للشوارع تعويض احنا بنرفض ناخذ وتعويض مصاري تاخذ؟ لا تعرف صح إننا نشكل محكمة العدل الدولي مش إذا ترخص لنا. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à présent, Israël n'assume pas du tout de voler une terre aux Palestiniens. Le droit israélien a donc rivalisé d'imagination pour trouver des arguments juridiques qui, 1, justifient de s'approprier la terre qui appartenait aux Palestiniens et 2, permettent ensuite à des Israéliens de s'y installer légalement. Vous allez voir, tout ça est très gratiné. Au départ, Israël a justifié de s'approprier des morceaux de Cisjordanie par des besoins militaires essentiels et urgents. Ça n'a pas du tout empêché que dans plusieurs de ces terrains militaires, des colonies légales soient fondées. C'est le cas par exemple à Kiryat Arba, près d'Hébron, la colonie du Gush Emunim, le bloc de la foi, ce groupe de sionistes messianiques dont on vous a déjà parlé. Mais en 1979, ce mode d'appropriation a connu un recul. La Cour suprême israélienne a déclaré que ces colonies établies sur des terrains accaparés pour raisons militaires étaient illégales. Vous avez là une des raisons pour lesquelles l'extrême droite israélienne déteste la Cour suprême. Elle met de temps en temps des bâtons dans les roues dans leur processus de colonisation. Mais pas de souci, les juristes israéliens ont trouvé une nouvelle astuce pour voler légalement la terre qui appartenait aux Palestiniens. Et vous allez voir, elle est inventive. Des juristes israéliens sont allés déterrer une disposition de 1858 issue du droit ottoman. מדובר באדמה שנמצאת במרחק כזה מהכפר הקרוב ביותר, שבו כבר אי אפשר לשמוע את קריאתו של תרנגול העומד בקצה הכפר. לפי אותו חוק אוטומני, מסביר רמתי, אדם יכול לקנות חזקה על אדמה כזו על ידי כך שהוא מאבד אותה. אולם אם הוא לא מאבד אותה במשך 3 שנים, חוזרת חלקת הקרקע לרשות הממלכה. ומבחינה משפטית, מסביר רמתי, המפקד הצבאי באזור הוא התא הממלכה. Israël s'est énormément servi de ce vieil outil issu du droit ottoman pour s'accaparer des terres qui appartenaient auparavant à des individus palestiniens. ומאותו רגע התחיל להתגלגל כל הסיפור הזה של הוא נתן ישר הוראה לאתר אדמות מדינה איפה שלא מעובד ועם הליקופטרים. היום למחר ישר כבר יש הליקופטר, טייס וזה, ומישהו מהאגף מבצעים ואני יושבים בתוך איזה קוקפיט כזה עם הטייס ומסתכלים, מחפשים איפה יש אדמות כאלה. Personne avant Israël, ni les Ottomans, ni les Britanniques, ni les Jordaniens, n'avaient interprété et utilisé ainsi ces dispositions du droit ottoman. Mais qu'importe, cette innovation a permis de transformer un gros quart de la zone C en terre appartenant à Israël aux yeux d'Israël. Et seulement aux yeux d'Israël, car bien sûr, tout ça reste 100% illégal au regard du droit international. Mais cette magouille juridique, elle a permis à Israël de prétendre respecter le droit. Et même si c'est évident, je préfère vous préciser que 99,8% de ces terres du domaine de l'État qui ont été distribuées l'ont été aux colons israéliens. Il y en a seulement 0,2% qui est allé aux besoins palestiniens. Mais bref, vous voyez là comment Israël crée des colonies légales avec des très gros guillemets. C'est important de le préciser parce que, même aux yeux d'Israël, il existe des colonies illégales en Cisjordanie. Ces avant-postes sont des colonies créées sans autorisation gouvernementale, souvent sur des terres privées qui appartiennent à des Palestiniens. Mais ne vous inquiétez pas, légaux ou illégaux,
tous les colons sont traités par Israël comme des citoyens israéliens à part entière, avec tous les bénéfices qui vont avec. Ils ont droit à la sécurité sociale, à la retraite, au soutien public à l'éducation, à du ramassage scolaire. Ils sont aussi très rapidement connectés aux réseaux d'eau, d'électricité ou d'assainissement. En vérité, on pourrait même dire que l'État israélien traite mieux les colons que les Israéliens qui vivent en Israël. Les colons israéliens ont droit à des réductions d'impôts, aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises. Ils ont droit à des subventions d'implantation et tous les fonctionnaires qui y travaillent ont droit à beaucoup d'avantages. Ah, c'est pareil pour les fonctionnaires métropolitains dans les dom-toms ? Mais chut, la France, elle n'a pas de colonies. Toutes les colonies, oui, même celles qui sont considérées comme illégales par Israël, sont protégées par l'armée. Et pour assurer la sécurité de ces colons, Israël investit énormément dans des routes sécurisées, bien clôturées, qui contournent les villages palestiniens pour relier les colonies à Israël. La conséquence de cette politique des routes et des clôtures, c'est que de plus en plus, les colons israéliens peuvent circuler en Cisjordanie occupée en ayant l'impression d'être restés en Israël. On a le sentiment de rouler dans un espace ouvert. On n'a pas du tout l'impression de se mettre en danger. Si je devais traverser un village palestinien sur le chemin, alors là, je ne me serais pas sentie à l'aise. Ce que je ressens surtout, c'est cette ambivalence autour de toute cette question. Vous sortez d'un territoire, vous entrez dans un autre territoire. Mais d'où je sors exactement? Où je vais? J'ai changé de pays ou quoi? Alors le conflit et l'occupation n'ont pas disparu bien sûr, mais Israël fait tout pour que les colons y soient le moins possible confrontés. Cette politique de normalisation et de sécurisation des territoires et des routes, elle fonctionne. De nombreux Israéliens, qui ne sont ni particulièrement religieux, ni particulièrement militants, vont s'installer dans les colonies, simplement parce que le logement y est moins cher et que la qualité de vie est comparable à celle qu'on connaît en Israël. Il y a 4 ans, Revital et Guy ont choisi de s'installer dans la colonie d'Oranit, située à 20 km seulement de Tel Aviv, à laquelle elle est reliée par une voie rapide. Revital et Guy ont pu s'offrir une belle villa pour le prix d'un 3 pièces de l'autre côté de la ligne verte. Aucune motivation idéologique n'a guidé leur choix. On n'est pas là pour réaliser le commandement divin de peupler la terre d'Israël. On ne dit pas on a conquis cette terre, elle nous appartient et on n'en bougera pas. Non, ici vous trouverez toutes sortes de gens, des laïcs, des religieux, de tout. Cela n'a rien à voir avec la politique. Personne ici ne pense au fait que nous sommes dans les territoires. Au quotidien, on ne sent rien. Quand je rentre chez moi, je ne vois aucun barrage. On ne me demande pas un laissez-passer. On ne me demande pas d'où tu viens, où tu vas. Vraiment pas. Particulièrement autour de Jérusalem, un Israélien peut aller habiter une colonie en territoire occupé, un peu comme un Français irait habiter en banlieue d'une grande ville. Ce militant anti-colonisation a dirigé un rapport édifiant sur les nouvelles routes de Cisjordanie. Regardez cette route. Là, nous venons de Cisjordanie et nous allons vers Jérusalem. Beth Jala et Bethléem sont ici. Je ne les traverse plus, je les contourne. J'ai l'impression de n'avoir jamais quitté Israël. Je n'ai jamais quitté Jérusalem en somme. Je suis en banlieue. Ce n'est plus un territoire occupé, c'est à nous, c'est Israël. La colonisation, bien que totalement illégale au regard du droit international, peut donc être vécue par les Israéliens comme un choix de vie pratique, neutre et pas du tout comme un acte politique ou religieux. Poursuivant dans cette volonté de normaliser la vie dans les colonies, Israël projette d'ailleurs d'étendre la barrière de sécurité qui sépare Israël de la Cisjordanie depuis 2002. On parle là d'une clôture de plus de 700 km de long, avec des barbelés, des détecteurs électroniques, une zone d'exclusion et même par endroits un mur de 8 mètres de haut. Cette barrière a été, dès 2003-2004, déclarée illégale par l'ONU et la Cour internationale de justice. Mais ça n'empêche pas Israël de vouloir étendre cette barrière profondément en territoire palestinien, notamment autour de Jérusalem, à Ariel et à Wadi Kana. Cette politique de sécurisation-normalisation prépare l'annexion pure et simple par Israël des territoires palestiniens colonisés en zone C. Mon occupation principale, c'était de virer les Palestiniens de là où ils n'avaient pas le droit de se trouver, notamment des routes. Par exemple, une route qui mène de la colonie X à la colonie Y et qui traverse quelques villages arabes sur son parcours. Mais les Palestiniens, eux, ne peuvent pas l'emprunter. Bon, à l'époque, on savait déjà qu'ils en avaient le droit. On savait qu'ils avaient légalement le droit d'emprunter cette route, mais on nous avait ordonné de les en empêcher.
Alors qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent, ils ont le droit d'être ici, mais pas de raison valable. Et s'ils n'ont pas de raison d'être là, alors leur présence est suspecte. Et si leur présence est suspecte, c'est qu'ils n'ont rien à faire là. Alors tu fais quoi? Tu arrêtes le Palestinien et tu lui fais faire demi-tour. Sauf que tu ne veux pas seulement qu'il quitte la route. Ce que tu veux, c'est être sûr qu'il ne reviendra pas. Et comment tu y arrives? Tu lui fous sa journée en l'air. Pour pouvoir un jour espérer annexer des parties aussi grandes que possible de la zone C, il fallait, pour Israël, empêcher les Palestiniens de s'y installer. Ça n'a rien d'évident parce que les Palestiniens, eux, ils en ont besoin de ces territoires de zone C. Depuis la signature des accords d'Oslo, il y a 30 ans, la population palestinienne en Cisjordanie, elle a plus que doublé. Les Palestiniens auraient donc bien besoin de la zone C pour construire des habitations pour leur population, mais aussi pour des raisons agricoles. Parce que la zone C, c'est 63% des ressources agricoles de Cisjordanie. Il y a donc énormément de Palestiniens qui vivent en zone A ou en zone B, qui ont besoin d'accéder à leurs champs ou à leur pâturage situés en zone C. Sachant toutes ces pressions, comment fait Israël pour diminuer au maximum la présence palestinienne en zone C? On étouffe ici. On n'en peut plus. Avant, quand je sortais avec mes moutons, je pouvais aller jusqu'à l'autre village. Il y avait une source. Tous les jours, je faisais ça. J'emmenais mes bêtes boire. C'est fini. Israël encercle ce village. On ne peut plus rien construire. On ne peut plus se développer. Israël a développé toute une politique de zonage pour interdire purement et simplement aux Palestiniens de s'installer ou de développer des activités économiques ou agricoles dans de très larges parties de la zone C. Vous allez voir. D'abord, les Palestiniens ne peuvent rien construire ni cultiver dans les zones militaires qui recouvrent une large partie des terres fertiles de la vallée du Jourdain. Sauf exception, rarissime, les Palestiniens ne peuvent rien faire non plus sur les larges pans de terre saisis par l'État avec l'astuce du droit ottoman. Bonus, en plus de ces politiques d'exclusion, Israël a aussi créé de grandes réserves naturelles ou parcs nationaux, des zones protégées où les Palestiniens ne peuvent quasiment rien faire non plus. L'idée derrière ces réserves naturelles, c'est d'empêcher spécifiquement le développement agricole ou pastoral. Mais la subtilité, c'est que les colons, eux, ils ont le droit de s'y installer. Vous voyez là la réserve naturelle de Wadi Kana. Et vous voyez aussi que des milliers de colons ont été autorisés à s'implanter en plein milieu de cette réserve naturelle. Ouais, les réserves naturelles israéliennes sont peut-être un des seuls cas où on peut vraiment parler d'écologie punitive. Bref, au total, si on somme tous ces mécanismes d'exclusion, on se rend compte que des pans entiers de la zone C de Cisjordanie sont interdits purement et simplement à toute activité palestinienne. لكل شيء بعبي يعني يا دوب بنحمل يعني من عيني مش بس انا مش بس معاناتي انا معاناة كل المنطقة كل نساء المنطقة. Vient ensuite la guerre de l'eau. L'essentiel des réserves en eau potable de la région se trouve en Cisjordanie, mais c'est Israël qui en exploite le plus et de très loin. Les accords d'Oslo prévoyaient qu'Israël ait droit à 80% des ressources en eau pompées dans les aquifères. Cette situation, déjà très inéquitable, n'est même pas respectée. En 2014, Israël prélevait 87% des ressources des aquifères. Oui, les Palestiniens n'arrivent même pas à prélever le quota qui leur est dû. Et ce n'est pas simplement le fruit du hasard. Israël met en place toute une série de méthodes pour empêcher les Palestiniens d'accéder à l'eau. Déjà, les Palestiniens n'ont pas le droit de creuser de puits en zone C, qui concentre pourtant l'essentiel des sources et des aquifères. Ensuite, et ça c'est vraiment coton, Israël interdit aux Palestiniens de transférer de l'eau depuis une partie de la Cisjordanie qu'ils contrôlent jusqu'à une autre. Cette incapacité d'unifier le système hydrique palestinien aboutit à une situation ubuesque. Un tiers de l'approvisionnement en eau des Palestiniens est acheté à Mekorot, une société israélienne qui pourtant pompe cette eau dans des aquifères de Cisjordanie. يعني بنحكي عن كل يوم بعد يوم بدي 10 كوب مي 250 شيكل بينما انه المي اذا بتتوجه مني ولا شمال بنظر مصوص المي بتبعد عني 100 متر عن بيتي وممنوع مثل النقطة هاي اشرب منها محرومين المي.
Racheter l'eau qu'on leur a confisquée, c'est vraiment une dinguerie. Résultat de toutes ces politiques, les Palestiniens de Cisjordanie n'ont pas accès aux 100 litres d'eau par jour et par personne, le minimum recommandé par l'OMS. Et je vous parle pas des quelques villages palestiniens en zone C qui ne sont même pas connectés au réseau d'eau. Eux, ils n'ont droit qu'à 26 litres d'eau par personne et par jour, soit un quart du minimum recommandé par l'OMS. Autre conséquence de ce manque d'eau créé par les restrictions israéliennes, seuls 2,3% des terres agricoles palestiniennes sont irriguées, ce qui, évidemment, plombe les rendements agricoles. On ne sera donc pas surpris d'apprendre que le haut-commissaire des Nations Unies pour les droits humains rappelle que cette situation est complètement contraire au droit international qui oblige les puissances occupantes à garantir un accès décent à l'eau aux populations des territoires occupés. Why you don't build here? Why it's empty? Good question. You're smart. He's very smart. Because I live in Israel, Jewish ruled. No. I built 4 houses over there. The government put them down. They don't want me to build. And whose land is this? My land. You have paper that is yours? I have papers, but they will take it. Nobody can take. If you have papers, nobody... They took the whole Palestine. Autre moyen de tenir les Palestiniens à l'écart des terres, c'est d'utiliser les leviers administratifs. Israël n'accorde quasiment aucun permis de construire à des Palestiniens en zone C, que ce soit pour construire des logements ou des bâtiments agricoles. Pour les logements, la situation est même risible. Certaines années, Israël accorde un permis de construire, d'autres c'est 4, ça peut aussi être 7. Tout ça pour culminer en 2011 avec 16 permis de construire accordés pour toute la zone C. C'est vraiment pour pas dire qu'ils en donnent 0. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en zone C, il y a encore énormément de terrains qui officiellement sont la propriété privée de Palestiniens. Ça veut donc dire qu'Israël interdit à des Palestiniens de construire sur la terre qu'ils possèdent. יש לי אדמה למטה, אסור לי נעשה בית שלי. למה? ישראל טוב שלו, גם אני לא טוב שלי. למה? אם עשה אחד בניין בלי אישור, תגיע תהרוג אותו ישראל. Pour les colons israéliens, en revanche, c'est open bar. Il y a environ 2000 permis de construire accordés chaque année en zone C. À Jérusalem-Est, c'est pas mieux. Les Palestiniens n'ont droit à aucun permis de construire. Sans permis de construire accordé, on comprend mieux comment, dans les années 2000, environ 85% des habitations palestiniennes à Jérusalem-Est étaient considérées comme illégales par le droit israélien. Comprenez bien là que quand un Palestinien construit à Jérusalem ou en zone C un bâtiment sans permis de construire parce qu'on ne lui en accorde pas, il vit sans arrêt sous la menace que du jour au lendemain, un bulldozer débarque pour tout raser. Et évidemment, aux yeux du droit israélien, ce Palestinien n'aura aucun recours juridique. Et c'est pas rare. Simplement en 2023, il y a eu 889 structures palestiniennes en Cisjordanie ou à Jérusalem qui ont été détruites ou volées simplement par manque de permis. Et parmi ces structures, on trouve des habitations, des bâtiments agricoles et même des écoles. Refuser des permis de construire, ça permet donc à Israël de détruire légalement des bâtiments palestiniens en zone C. C'est brutal, c'est discriminatoire, mais c'est efficace. On vous a présenté là les principales politiques coloniales officielles d'Israël. Mais en plus de ça, Israël ferme aussi les yeux, et depuis très longtemps, sur les violences que commettent les colons les plus radicaux envers les Palestiniens. Pourquoi l'armée israélienne ne fait-elle rien quand les gosses des colons s'en prennent à leurs voisins arabes? Pendant tout mon service militaire à Hébron, je me suis dit, les colons sont fous. Et puis j'ai compris, ce qui est vraiment fou, c'est que je n'ai pas le droit de les arrêter s'ils attaquent un Palestinien. Nos ordres sont clairs, on est là pour les protéger, et c'est tout. D'après les accords d'Oslo, la police palestinienne n'a aucun pouvoir d'intervention ni en zone C, ni contre les colons israéliens. C'est la police et l'armée israélienne qui sont censés faire respecter le droit. Mais quand des colons israéliens déracinent des oliviers, brûlent, volent, frappent ou même parfois tuent des Palestiniens, ils sont très rarement condamnés. Je vous préviens, la vidéo que vous allez voir est choquante. Cette scène se passe en 2023, on a un colon israélien d'une implantation illégale qui tire sur un Palestinien désarmé, le tout sous le regard d'un soldat israélien qui ne dit rien, qui ne voit rien de problématique à cette affaire. Le colon peut ensuite rentrer chez lui tranquillement, sans être inquiété, sous la protection de l'armée. C'est juste un exemple, mais il vous montre le niveau incroyable d'impunité pour la violence des colons. Et si vous vous posiez la question, oui, la victime a survécu après de multiples opérations, mais d'autres n'ont pas eu la même chance que lui.
D'une certaine manière, ces colons qui vivent dans les avant-postes au cœur de la Cisjordanie et qui brutalisent leurs voisins, ils font un peu le sale boulot pour Israël. Ils rendent la vie impossible et dangereuse aux Palestiniens dans la zone C sans trop mouiller les autorités. Les habitants de 21 villages palestiniens sont partis en 2023 suite au harcèlement des colons. Un chiffre record. Pour Yehuda Scholl, ancien soldat israélien devenu militant de la paix, il s'agit là de l'objectif des colons des avant-postes. S'accaparer des terres palestiniennes. One family taking a hilltop, sheep, cows, some youth, very violent, basically going out grazing and beating up Palestinians, getting them off the land and displacing Palestinian communities. And in that way, one family takes thousands of dunams. So from the settlers' perspective, this has been the most successful land grab strategy led by settlers since 1967 to today. Ça, c'est l'impunité des colons, mais pour les violences des soldats, là, c'est open bar. L'ONG israélienne B'Tselem, qui fait un travail incroyable d'accompagnement juridique et de défense des droits humains pour les Palestiniens de Cisjordanie, et d'ailleurs c'est elle qui a sorti les images que vous venez de voir, elle a décidé en 2016 d'arrêter d'accompagner les Palestiniens devant la justice militaire en Cisjordanie. Pourquoi ? Parce qu'elle blanchissait systématiquement les soldats accusés. Je pense qu'on a tous compris à quel point Israël utilise toutes les techniques possibles pour rendre impossible la vie des Palestiniens en zone C, territoire qui, d'après le droit international, leur appartient. Et bien sûr, toutes ces politiques, elles ont des conséquences terribles sur la vie concrète des Palestiniens. Sharon, il m'a dit, il y a plusieurs années, qu'il faut donner aux Palestiniens des zones qui sont administrées par les Palestiniens à l'intérieur de la sécurité israélienne. Et s'ils pensent d'appeler ça État, ils peuvent le faire, oui. Grand bien leur face. Il m'avait dit, finalement, c'était en privé, c'était confidentiel. Et il a dit, bon, quelque chose comme les Bandoustans. La première chose à comprendre, c'est que la Cisjordanie vit sous un régime d'occupation militaire sans discontinuer depuis 1967. Ouais, ça fera 60 ans en 2027. Même dans les zones A et B qu'ils contrôlent, les Palestiniens sont entièrement à la merci des tribunaux militaires israéliens et l'armée israélienne se réserve le droit d'y intervenir si elle le souhaite. Malgré l'impulsion d'Oslo vers la paix, le territoire contrôlé par les Palestiniens reste complètement morcelé, archipélisé, sans aucune continuité territoriale entre les îlots de la zone AB. Pire encore, Israël restreint fortement la liberté de circulation des Palestiniens. Ils ne peuvent pas emprunter toutes les routes et doivent franchir de nombreux checkpoints dès qu'ils veulent se déplacer. Depuis les massacres du 7 octobre 2023, la situation a encore empiré. De nombreux villages sont coupés du monde, autour des villes, de nombreuses routes ont été bloquées. Bref, se déplacer est toujours plus un calvaire pour les Palestiniens de Cisjordanie. Aussi, si les Palestiniens de Cisjordanie veulent travailler ou même simplement entrer en Israël ou dans les colonies, ils ont besoin d'un permis. Ça, c'est une autorisation, un permis de travailler en Israël. C'est son patron qui débrouille les papiers. Celui qui l'emploie. לא, זה אסור. זה רק לגריית 4, מקום קטן. ככה. Ces permis sont temporaires et accordés par l'autorité israélienne qui, tenez-vous bien, n'est même pas obligée de donner un motif en cas de refus. Les Palestiniens de Cisjordanie vivent donc dans un régime d'occupation militaire, de privation de ressources et de discrimination systématique. C'est ce qui fait dire à des ONG humanitaires de référence comme Amnesty International, Human Rights Watch ou encore B'Tselem et même à l'ONU que l'occupation militaire israélienne exerce un régime d'apartheid en Cisjordanie. שתי קבוצות שחיות בשטח אחד והן מובחנות בהגדרה באופן רשמי מבחינת זכויותיהם הפוליטיות, זכויותיהם הכלכליות, זכויותיהם המשפטיות, כן? והמפתח להבחנה הזאת הוא שרירותי לחלוטין. השאלה היא נולדת לאם ערבייה או לא. איך אתה רוצה לקרוא לזה? זה מריח כמו אפרטהייד, זה נראה כמו אפרטהייד, זה נשמע כמו אפרטהייד, אז קוראים לזה אפרטהייד, כן? אז לא קוראים לזה בהולנדית, קוראים לזה, אתה יודע, בעברית ישראלית קוראים לזה כיבוש plus התנחלויות. Ce diagnostic impitoyable pour Israël est aussi partagé par des hauts responsables israéliens. C'est le cas de Amir Pardo, un ancien chef du Mossad, le renseignement israélien, qui a pourtant été nommé par Netanyahou.
נניח שישנה תאונת דרכים בין רכב של מתנחל יהודי לבין רכב של פלסטיני שגר בחברון ובשכם. כל אחד מהם עובד במערכת משפט אחרת. אחד במערכת המשפט הצבאי, והשני במערכת אזרחית. בשטח, בטריטוריה שבה שני בני אדם נשפטים מול שתי מערכות חוק, זאת מדינה של אפרטהייד. S'il est question de savoir s'il y a un apartheid ou non, et qu'est-ce que ça implique si c'est le cas, vous intéresse, dites-le nous absolument en commentaire, on se fera un plaisir de consacrer une vidéo à ce sujet. Mais quels que soient les termes qu'on utilise, apartheid, occupation, discrimination, oppression, une chose est certaine, la politique d'Israël en Cisjordanie, et particulièrement en zone C, roule sur le droit international et piétine les droits humains des Palestiniens qui y vivent. Là, j'ai dit politique d'Israël, mais on peut se poser la question, est-ce que cette politique coloniale, elle est particulièrement le fait de la droite ou de l'extrême droite, ou est-ce qu'il y a une continuité quand la gauche est au pouvoir? مسافر يطا هي المكان اللي كبرت فيه. بداية تصويري هي بداية نهايتنا. جرافات؟ أنا متسلمت خير. Si ce qu'on regarde, c'est le nombre de colons israéliens qui vivent en Cisjordanie, alors là, incontestablement, c'est la continuité qui prédomine. Si vous regardez plutôt les nouvelles constructions dans les colonies, là, il y a une petite différence qui existe. Les pics de construction ont lieu quand la droite est au pouvoir, mais les constructions ne s'arrêtent pas quand c'est la gauche. Le rythme des constructions diminue simplement. L'historien israélien Avi Shlaim a une métaphore originale pour décrire l'attitude d'Israël face à la Cisjordanie. He's like a man who pretends to negotiate over the division of a pizza and he keeps eating it. Si on cherche une différence entre la gauche et la droite israélienne par rapport à la colonisation de la Cisjordanie, c'est plutôt du côté du processus de paix qu'on va la trouver. À plusieurs reprises dans l'histoire récente, des gouvernements de gauche ou de centre-gauche ont négocié des projets de paix avec les Palestiniens. On a déjà parlé des accords d'Oslo en 93 entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat, mais à Camp David en 2000 et en 2001 à Taba en Égypte, Yasser Arafat a négocié un accord global vers la paix avec un autre premier ministre de gauche, Ehud Barak. En 2008, c'est le successeur de Yasser Arafat, Mahmoud Abbas, qui a négocié avec le centriste Ehud Olmert. Durant ces différentes négociations, les Israéliens ont proposé de restituer jusqu'à 94% du territoire de la Cisjordanie à un futur État palestinien. Alors s'il est clairement faux historiquement de dire que la gauche israélienne était opposée à la colonisation en Cisjordanie, il faut quand même reconnaître que durant les années Rabin, Barak et Olmert, la gauche ou le centre-gauche a cherché, sinon à faire, mais du moins à proposer la paix aux Palestiniens. Et cette paix passait à chaque fois par un retrait très large de la Cisjordanie. C'est toujours le même principe, paix contre territoire. D'ailleurs, si vous vous demandez si les propositions israéliennes de paix étaient sérieuses, pourquoi est-ce que les Palestiniens les ont refusées, et globalement, si ces initiatives de négociation avaient des chances d'aboutir, on se fera un plaisir d'y consacrer une vidéo. Ça pareil, dites-le nous en commentaire. Ça pourrait d'ailleurs être l'occasion d'aborder les débats actuels pour régler ce conflit, solution classique à 2 États ou alors solution à un État binational. Dites-nous si tout ça vous intéresse. Mais revenons à nos moutons. Si la gauche et le centre-gauche ont fait des pas vers la paix, à droite, c'est pas du tout le cas. Même si en 2004, Ariel Sharon a accepté, pour des raisons stratégiques, de se retirer de Gaza, le Likoud, il a toujours été très hostile à un large retrait de la Cisjordanie et à une reconnaissance de l'État palestinien. La droite israélienne, au nom de son nationalisme juif exacerbé, a au contraire accéléré et brutalisé le processus colonial en Cisjordanie. Et je ne vous parle même pas des partis plus extrêmes que le Likoud, des partis qui aujourd'hui sont au gouvernement avec Netanyahou. Un mois avant les élections, pendant que Netanyahou construisait cette coalition, les journalistes lui ont demandé « Est-ce que Ben Gvir va être ministre ?» Il a dit non, il ne le sera pas. Et pourtant, au soir des élections, le 1er novembre 2022, ce qui ne devait pas arriver se produit. La coalition de Benyamin Netanyahou remporte 64 mandats sur 120.
Benjamin Netanyahou, on l'a vu, il gravite dans la politique israélienne depuis les années 90 et il s'est toujours montré très favorable aux colons et à la colonisation et très hostile à la paix. Mais quand il est revenu au pouvoir, il l'a fait avec des alliés encore plus extrémistes. Vous vous rappelez d'Itamar Ben-Gvir, l'hurluberlu qui menaçait Yitzhak Rabin quelques jours seulement avant son assassinat? Eh bien, c'est devenu le ministre de la sécurité intérieure du gouvernement Netanyahou. Oui, le ministre qui s'occupe de la police. Si vous m'aviez demandé il y a encore 2 ou 3 ans qui était Ben-Gvir, je vous aurais dit c'est l'un de ces fanatiques les plus violents qui veulent expulser les Palestiniens et les tuer. Jamais je n'aurais pu imaginer qu'un criminel qui a été condamné pour terrorisme deviendrait le ministre en charge de combattre le terrorisme. Quelques infos pour vous cerner le personnage. Ben-Gvir, quand il était jeune, il a été dispensé de service militaire. Pourquoi? Parce qu'il a été jugé trop radical et donc trop dangereux pour porter l'uniforme. Toujours dans sa jeunesse, avant de faire de la politique, il avait des positions originales, dirions-nous. Il défendait, au nom de la tradition juive, les juifs qui crachaient sur des chrétiens dans la rue. Oui, vous avez bien entendu. Dernière anecdote, jusqu'à très récemment, Ben-Gvir gardait chez lui la photo d'un de ses héros. Qui ça? Eh bien, Baruch Goldstein, le terroriste du caveau des patriarches à Hébron, qui a massacré 29 Palestiniens désarmés, dont plusieurs enfants. Baruch Goldstein est devenu pour Ben-Gvir une sorte de mentor, un héros. Il se déguisait comme lui pour la fête de Purim, il portait sa tenue. Autre nouveau copain qui est maintenant dans la coalition de Netanyahou, c'est Bezalel Smotrich. Lui, il a passé toute sa vie dans des colonies et il a hérité du ministère des Finances et de la gestion des colonies. En 2005, notre ami Smotrich a été arrêté par le Shin Bet, le contre-terrorisme israélien. Pourquoi? Parce qu'il a été suspecté d'organiser avec 4 autres personnes des attentats pour empêcher le retrait de Gaza décidé à l'époque par Ariel Sharon. Si les charges ont fini par être abandonnées, c'était loin d'être gagné, parce qu'on a arrêté Smotrich en possession de 700 litres d'essence. C'était sûrement pour faire plusieurs tours d'Israël et pas du tout pour faire exploser des trucs. En 2005, j'ai été l'un de ceux qui ont arrêté Bezalel Smotrich. Nous l'avons confié aux enquêteurs, ils l'ont interrogé pendant 3 semaines. Qu'est-ce qu'il a dit? Voilà ce qu'il a dit. Il est resté comme ça. Ensuite, en 2017, alors jeune député au Parlement, Smotrich propose un plan décisif pour annexer entièrement la Cisjordanie et régler la question arabe. Sa solution, laisser aux Palestiniens un choix, ou bien tout perdre et s'exiler. Ou alors, accepter de rester en Israël, mais sans aucun droit politique. S'il refuse, s'il résiste, eh bien tous les Palestiniens, y compris femmes et enfants, seront considérés alors comme terroristes et massacrés par l'armée. Il est décidément plein de charité biblique, notre Bezalel. Enfin, dernière idée de Smotrich, faire de la charia, de la Torah, la source de la loi israélienne. Honnêtement, je pense qu'en France, on ne se rend pas compte que les partis d'extrême droite qui gouvernent avec Netanyahou sont ultra radicaux, complètement extrêmes. Ils nous feraient presque passer Zemmour pour un enfant de cœur, c'est dire. Netanyahou a fait alliance avec des partis toujours plus extrémistes, certes, mais son parti, lui, le Likoud, il a aussi proposé une politique coloniale toujours plus brutale. Netanyahou lui-même, durant sa campagne de 2019, il proposait un plan stratégique pour annexer environ 30% de la Cisjordanie, avec notamment les principales colonies et la vallée du Jourdain. Avec ses promesses de campagne et en bonus la police et la gestion des colonies données à des colons ultra-radicaux comme Ben-Gvir et Smotrich, ça sentait la poudre pour la Cisjordanie. Et ça s'est vite ressenti. Le nombre de nouveaux colons installés en Cisjordanie, il a simplement explosé. Avec 25 000 nouveaux colons, l'année 2023 marque même un maximum historique en attendant les chiffres de 2024. À côté de ça, les violences des colons se multiplient. L'ONU observe qu'il n'y a jamais eu autant de violences effectuées par les colons qu'en 2022 et au premier semestre de 2023. Ça signifie que même avant l'attaque terroriste du 7 octobre 2023, le gouvernement extrémiste de Netanyahou, il avait déjà commencé à relancer le projet colonial. Et n'allez surtout pas croire que la guerre à Gaza, elle a rendu la vie plus facile en Cisjordanie. Non, elle s'est au contraire accompagnée d'une accélération sans précédent de la colonisation.
Depuis le 7 octobre, l'État israélien s'est remis à confisquer des terres en utilisant l'astuce du droit ottoman. Et ils n'y sont pas allés de main morte. Il y a eu plus de terres confisquées grâce à ce mécanisme en 2024 qu'au total depuis l'an 2000. Les destructions de logements ou de bâtiments palestiniens se sont aussi accélérées. D'après l'ONU, l'année 2024 marque malheureusement un record dans le nombre de destructions et de déplacements de Palestiniens en Cisjordanie. Les colons israéliens ont également multiplié les attaques et les violences. L'ONU en dénombre 1420 sur l'année 2024, le tout dans une très large impunité. C'est un miracle qu'à côté des près de 500 Palestiniens tués par l'armée israélienne en Cisjordanie cette année-là, ces attaques de colons, elles n'aient fait que 3 morts. Pourquoi? Parce que Itamar Ben-Gvir, dans la foulée des attaques du 7 octobre, il a accordé 188 000 nouveaux permis de port d'armes, principalement à des colons. Surtout qu'à côté de cette masse de nouveaux permis, on dénombre toujours 315 000 Israéliens qui portent une arme non enregistrée. C'est vraiment fou qu'il n'y ait pas eu plus de morts. Toujours en 2024, et pour la première fois depuis les accords d'Oslo en 1993, des colonies israéliennes ont été établies en zone B, pourtant théoriquement sous contrôle civil de l'autorité palestinienne. 2024, c'est vraiment l'année des colons en Cisjordanie. Surtout qu'à la Knesset, au Parlement israélien, les députés ont voté en juillet une loi qui interdit, noir sur blanc, la création d'un État palestinien. Elle a été votée à 68 voix contre 9 seulement. Et depuis la victoire de Trump, notre ministre colon fondamentaliste Smotrich, il est revenu à la charge avec son projet d'annexion complète de la Cisjordanie. Début janvier 2025, après une attaque palestinienne sur des colons israéliens, Smotrich a aussi déclaré vouloir réserver aux villes palestiniennes de Jenin ou de Naplouse le même sort que ce qu'ont connu les villes de Gaza. Et ce n'était pas des paroles en l'air, puisque le gouvernement israélien a depuis franchi quelques pas supplémentaires dans l'escalade de la violence. Près de Jenin, l'armée israélienne a attaqué des camps de Palestiniens réfugiés depuis 1948. L'armée a tout détruit sur son passage et a forcé l'exode de 40 000 Palestiniens. On parle là du plus grand déplacement forcé de population en Cisjordanie depuis 1967. Et au-delà du gouvernement, la société israélienne n'a jamais autant adhéré au projet d'annexer des territoires en Cisjordanie qu'aujourd'hui. D'après un sondage récent, 71% des Israéliens s'opposent à la création d'un État palestinien et 68% veulent l'annexion d'au moins une partie de la Cisjordanie. Et il y en a 1 sur 4 qui souhaitent l'annexion de la Cisjordanie tout entière. Autre sondage qui montre la radicalisation de la société israélienne contre les Palestiniens, 74% des Juifs israéliens déclarent soutenir le plan de nettoyage ethnique de la bande de Gaza proposé par Trump. Ouais, le déplacement forcé de plus de 2 millions de personnes. Proposition qu'on a analysée dans cette vidéo. Bref, la fin de l'occupation de la Cisjordanie comme la création d'un État palestinien n'ont jamais semblé aussi éloignés. Il est maintenant temps de conclure et de voir ce qu'on peut faire, nous, de loin, pour mettre quelques grains de sable et enrayer cette terrible mécanique qu'on voit se déployer sous nos yeux. This land is your land. This land is my land. Avec cette vidéo, on a tous les ingrédients pour comprendre et expliquer à d'autres la politique coloniale que mène Israël en Cisjordanie et à Jérusalem-Est depuis maintenant près de 60 ans. Ensemble, on a vu comment, par une série de politiques délibérées, Israël s'est accaparé une part toujours plus grande des territoires occupés, colonie après colonie, tout en excluant les Palestiniens de leurs propres terres. On a vu les inventions juridiques, cache-sexe pour des violations du droit international, on a vu les accaparements de ressources, de l'eau et des terres agricoles. On a vu la vie entravée des Palestiniens, peuple colonisé qui court de permis en checkpoint et subit toujours plus de violence, au point qu'aujourd'hui, des voix de plus en plus importantes qualifient le régime colonial qu'ils subissent de régime d'apartheid. On a aussi vu à quel point l'hypothétique État palestinien est aujourd'hui un confetti de territoires sans continuité, cerné et grignoté. L'autorité palestinienne, qui est censée la diriger, est aujourd'hui discréditée en position d'extrême faiblesse face au gouvernement toujours plus radical d'extrême droite qui n'a jamais autant soutenu les colons. Face à ce constat, que faire ? La solution classique à 2 États est-elle encore imaginable? Ou alors faut-il abandonner le rêve d'un État palestinien pour chercher à construire un État unique, démocratique et multinational où cohabiteraient ensemble, avec les mêmes droits, Israéliens et Palestiniens? Je veux une vraie démocratie qui garantit l'égalité pour tous, la souveraineté pour tous. Et je ne peux pas me taire
face à la discrimination systémique de l'État. Encore une fois, si vous voulez qu'on s'attaque un jour à ces questions de l'apartheid et de la solution à un ou deux États, dites-le nous en commentaire. Une chose est en tout cas certaine, il va nous falloir être sacrément inventifs et tenaces pour résister aux propositions catastrophiques que nous font les fondamentalismes au pouvoir dans les deux camps. Enfin, plutôt des trois camps, si, à côté du Hamas et de l'extrême droite israélienne, on ajoute Trump et les évangélistes américains qui, eux aussi, sont partisans d'un grand Israël. Il faut qu'en France et en Europe, suffisamment de personnes prennent conscience de ce qu'est devenu le pouvoir israélien si on veut avoir une chance d'exercer une pression diplomatique suffisante sur l'extrême droite religieuse qui dirige aujourd'hui l'État hébreu. Pareil, pour que les politiques coloniales israéliennes puissent être sanctionnées, pour qu'on puisse défendre les droits humains des Palestiniens et qu'on puisse redonner un peu d'espoir aux membres de la société israélienne qui luttent contre ce pouvoir toujours plus à droite de Netanyahou, il n'y a pas le choix. Il faut absolument qu'on informe au maximum, qu'on prenne tous conscience de la réalité de la situation là-bas. C'est pour ça qu'on a fait cette vidéo, pour apporter nos petites pierres à l'édifice et on espère que maintenant vous en ferez de même, que vous diffuserez au maximum cette vidéo autour de vous. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Sur notre site Osons Comprendre, on l'avait sortie en 2 parties en mars-avril. Si aujourd'hui on la passe en accès libre ici sur Osons Causer, c'est que la Cisjordanie revient enfin dans l'actualité et qu'il y a une sous-médiatisation chronique des crimes de guerre commis par Israël. Plus on sera conscient des réalités du terrain, plus collectivement on se rendra compte que des massacres dignes de la colonisation la plus brutale des 19 et 20e siècles se déroulent en ce moment sous nos yeux, plus ça deviendra évident qu'il faut traiter Israël comme l'État voyou qu'il est, exactement comme on l'a fait avec l'Afrique du Sud de l'apartheid ou la Russie de Poutine. Comme vous l'imaginez, réaliser ce type de vidéo qui se rapproche un peu d'un documentaire historique, ça demande énormément de travail, tant du côté des recherches que du montage. J'espère aussi que vous avez remarqué que tout au long de la vidéo, on a essayé de rester factuel, extrêmement sourcé, les plus justes possibles. Si vous pensez que ce genre de travail d'enquête est utile, n'hésitez surtout pas à nous soutenir en rejoignant notre site Osons Comprendre. C'est sans engagement et vous y découvrirez plus d'une centaine de vidéos pour comprendre le monde dans lequel on vit et pour imaginer des solutions afin qu'il reste le plus humain et habitable possible. Merci à toutes et tous pour vos abonnements, vos partages et vos commentaires. Sans tout ça, ce genre de travail d'enquête n'existerait pas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao les copains.